Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Almami Kanouté. Alors moi, je me présente Almami Kanouté. Je suis un citoyen français d'origine malienne. J'ai grandi dans le Val-de-Marne, dans la ville de Fresnes. Professionnellement parlant, j'ai fait des études dans l'aéronautique. J'ai travaillé quelques années dans le domaine. Et en parallèle, j'étais très investi dans le milieu associatif. Donc je suis devenu éducateur spécialisé. Et actuellement, je suis consultant dans le social, dans l'événementiel, dans la communication. Tout au long de mon parcours, j'ai eu un bon nombre d'opportunités, ce qui m'a valu de me retrouver dans plusieurs films, plusieurs longs métrages, plusieurs courts métrages. Donc notamment le dernier en date, Mon frère et Les Misérables. À ça, on s'est rencontrés officiellement lors d'une émission sur Jeune Afrique, Afrique numéro 1. Et après cette émission, nous avons pris un verre ensemble. Donc elle avait déjà entendu parler de moi à plusieurs reprises. Et puis là, c'était l'occasion de faire vraiment connaissance après cette émission de radio. Comment s'est formé le comité Adama ? Tout simplement parce que parmi nous, nous avons Samir Eliès, qui est un ancien membre du MIB, donc Mouvement Immigration Banlieue, qui sont des aînés qui ont commencé à se battre politiquement dans nos quartiers, face aux injustices et aux inégalités. Et qui a tout simplement évoqué le fait qu'il fallait absolument que la famille Traoré s'organise, mette en place un comité. Et la composition de ce comité-là, ce sont la famille dans un premier temps, les amis d'Adama, les habitants du quartier, le local, et autour de ça, les nombreux militants, collectifs, activistes, personnalités. En fait, il n'y a aucun rôle qui est attribué aux différents membres, c'est-à-dire que chacun vient avec son expertise, son expérience. Ça se fait naturellement. Une personne va se présenter à la famille. Voilà, j'ai des compétences en rédaction. Si tu veux préparer les discours, préparer les communiqués. Et ça, tout se fait en cohésion, c'est-à-dire que ça se fait de manière collégiale. Les communiqués ne se font pas tant que l'avocat n'est pas consulté, par exemple, puisque nous ne maîtrisons pas tous les termes juridiques, tout le jargon juridique, par exemple. Pour les codes journalistiques, dans le réseau, on a soit des étudiants en journalisme ou des journalistes qui se mettent à disposition pour contribuer à la rédaction d'un communiqué. Pour mettre en place une action ou ne serait-ce une conférence de presse, il faut des tables, des chaises, de la sono. Donc tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il apporte quelque chose. Avant que le comité n'apporte son soutien aux différentes familles, et bien sûr que c'est important, cette forme de solidarité. Il y a le collectif Vivolé, qui a été créé par l'une des sœurs des victimes de violences policières, donc Lamine Dieng, qui, après 13 ans de lutte, avait déjà compris l'importance de créer une association, une structure qui réunirait les différentes familles. Et officiellement, c'est l'une des seules associations qui a pour objectif de réunir ces familles et d'être plus forts ensemble. D'où la campagne Laissez-nous respirer. Et naturellement, les différents comités qui ont vu le jour après le comité Adama sont dans la même dynamique. Rester en lien, connecté avec les différentes familles, les différentes affaires. Pour être plus fort, en réalité. Parce que seule, une famille qui se bat seule, elle va avoir du mal à se faire entendre. Et le comité profite de sa médiatisation pour mettre en lumière d'autres affaires qui malheureusement passent au travers de certains médias ou de la population parce que justement
elle n'a pas la même intensité médiatique que le comité Adama. Donc le comité Adama, Assa Traoré, met à disposition sa notoriété auprès des familles des victimes. Et à chaque prise de parole, à chaque occasion, le comité permet aux différentes familles de victimes à venir prendre la parole. Ce qui a changé depuis le 2 juin, c'est le regard des autorités. Le rapport de force a évolué. Là, c'était plus un rapport de force local, c'était plus un rapport de force entre nous. À partir du moment où il y a eu un écho international, où les États-Unis et d'autres pays étrangers ont commencé à porter un œil interrogatif, ça a mis une tache sur l'image de la France au niveau international. Mais c'est une vérité qu'il fallait que les yeux du monde observent. Et c'est arrivé ce 2 juin, dans la continuité des précédentes mobilisations. Et là, la France ne pouvait plus se cacher. Donc ça a été mis à découvert. Ça a été mis à découvert leurs mensonges, leurs tentatives de criminalisation envers la famille Traoré. Là, c'était l'expertise de trop. Donc le comité a décidé de communiquer la date du 2 juin pour appeler à la mobilisation. Et dans le calendrier, ça tombait sur les grandes mobilisations en hommage à George Floyd. Et on sortait du confinement. Donc l'appel, comme certains ont essayé de noyer l'information dans ce sens, pensaient que c'était suite uniquement à la mort de George Floyd. Mais le mot d'ordre, c'était de dénoncer le déni de justice, l'énième déni de justice avec cette énième expertise. Et non un écho direct avec les mouvements Black Lives Matter, qui n'ont pas un lien direct avec ce qui se passe ici, mais qui fait forcément écho, puisque des citoyens noirs subissent encore aujourd'hui des répressions sociales, racistes, et qu'il était temps de dire stop. Et là, après le 2 juin, on a commencé à sentir du mouvement. Le gouvernement a tenté de rencontrer la famille, ce qui n'a pas pu se faire puisque la famille ne demandait pas à être reçue. La famille est revenue sur ses demandes de base. C'est que toute la lumière soit faite sur l'affaire d'Adama Traoré. Et des demandes, on est passé aux exigences. J'ai envie de dire que ces exigences ont pris forme physiquement dans la rue le 2 et le 13 juin. Donc, entre le 2 et le 13 juin, on a vu les sorties médiatiques, à la fois des politiques et du système judiciaire. Et là, on s'est rendu compte que ça a fait bouger les choses. À ce niveau-là. Du moins au niveau des procédures et au niveau du regard et de l'attention sur l'affaire d'Adama Traoré. L'objectif du comité aujourd'hui, c'est... Le mot d'ordre n'a pas changé en fait. Le mot d'ordre, c'est mise en examen des gendarmes, mise en cause de la mort d'Adama Traoré, rétablissement de la lumière de tout ce qui s'est passé, puisqu'il y a 2 versions actuellement, celle des gendarmes et celle des pompiers, et la vérité que la famille porte depuis le début. C'est-à-dire que Adama a été tué pour ce qu'il représente, pour ce qu'il était, et la famille ne demande plus aujourd'hui. Au début, elle demandait parce qu'elle croyait en la justice française. Aujourd'hui, elle ne demande plus, la famille exige. Le comité exige. Forcément, j'arrive à être dans la continuité de mon métier, en fait. Donc, de fait, en tant qu'éducateur et faire partie du comité Adama, ça a tout son sens. Et sachant que Assa Traoré elle-même est une ancienne éducatrice spécialisée. Donc, dans les premiers jours, premiers contacts, on s'est entendu tout de suite. Puisque nous avions la même grille de lecture, les mêmes réflexes et le même instinct, j'ai envie de dire. Donc face aux violences policières, en tant qu'éducateur, j'ai aussi cet apport pédagogique envers les publics qui sont les plus à même à être confrontés à ce genre de situation. Ça me laisse toujours un temps de parole, même si je ne suis pas là pour prendre la parole, mais pour l'accompagner, pour apporter justement de mon expérience, apporter les éléments de réponse, apporter les outils qui leur permettront, eux, à l'avenir, de pouvoir désamorcer, par exemple, un contrôle aux faciès. Leur permettre de prendre connaissance de leurs droits, leurs devoirs,
Et aussi de prendre connaissance des codes, du code déontologique, par exemple, des forces de l'ordre. Savoir ce que les forces de l'ordre ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça fait partie de notre rôle aussi. Malheureusement, l'État, l'institution, n'apporte pas tout ce dont les citoyens ont besoin. Je me souviens qu'à une certaine époque, il y avait des cours d'éducation civique où on apprenait très tôt déjà à devenir de bons citoyens. Tout ça, ça a été retiré. Donc on se doit de créer des alternatives, de faire de l'éducation populaire pour permettre à toute une génération d'avoir tous les outils, toutes les armes nécessaires pour être prêt à confronter la vie en général. Donc il serait contradictoire de mener des actions, de créer des alliances avec d'autres formes d'organisation ou de public sans se concerter avec les habitants des quartiers populaires, sans aller échanger avec les habitants des quartiers populaires et sans faire ce travail de sensibilisation, de prévention. C'est le rôle d'un comité aussi, d'être dans la continuité de créer des liens avec les quartiers qui subissent encore aujourd'hui les violences policières. Donc, certes, c'est au nom d'Adama Traoré, mais comme le dit Sissoko Hassan, tous les Adama Traoré sont concernés. Et tous les Adama Traoré, ce sont tous les quartiers populaires. À la base, j'ai rien à voir avec le cinéma. J'ai commencé en 2011 avec La Cité Rose. Je rendais visite à un ami qui est l'un des producteurs du film La Cité Rose. Le réalisateur, que je ne connaissais pas à l'époque, m'a aperçu et m'a dit que je correspondais à l'un des rôles du film. Donc après de nombreuses négociations, moi je refusais de participer au casting. J'ai accepté, mais sans me prendre au sérieux. J'ai joué le jeu, j'ai été retenu. Suite à mon apparition dans La Cité Rose, j'ai été sollicité pour un autre long métrage, là, en rôle principal. Et j'ai pu faire mes cascades, donc je me suis amusé comme un enfant, puisque j'y étais dans ce projet, mais sans me dire que j'aurais droit à un lendemain, en fait. Et par la suite, voilà, je me suis retrouvé à être co-scénariste sur Mon Frère, comédien dans Mon Frère. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Les Misérables. Le fait que un film comme celui des Misérables soit au box-office et une reconnaissance internationale contribue, de fait, aux luttes contre les violences policières. Parce que il rapporte des faits qui se sont déroulés il y a 10 ans, 10-15 ans en arrière. Et malheureusement, le constat, je vais pas dire est le même, mais pire que ce qu'on a déjà connu en 2005. Donc, dans cette évolution, il n'y a rien de rassurant en réalité. Et forcément, oui, il contribue à la réflexion nationale, à la remise en question nationale sur justement ces sujets majeurs qui sont les violences policières et le racisme. Après, comme je dis, chaque individu, chaque personnalité a une importance dans le combat. Voilà, le fait que Lajli se déplace, soutienne le combat, pour moi c'est logique avec le travail qu'il mène à côté. Voilà, il n'est pas en contradiction avec. J'ai envie de dire, il n'est même pas obligé d'accompagner. Mais le fait qu'il ait réalisé Les Misérables, il apporte une contribution énorme à la lecture du combat comme celui pour Adama Traoré. L'art est, je crois, l'un des meilleurs moyens pour faire évoluer les luttes, toutes les luttes. Et l'art, je pense a vu le jour pour ça, pour que chaque individu, chaque citoyen puisse s'exprimer comme il le souhaite, à sa manière, à son rythme, dans toutes les luttes sociales, toutes les luttes de notre société d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on associe systématiquement le combat du comité Adama avec le combat contre le racisme? Je vais vous dire la vérité, c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide énorme au niveau politique sur les combats menés contre le racisme. Trop longtemps, on nous a fait croire qu'il y avait des associations qui luttaient contre le racisme. Et avec l'évolution du combat Adama,
les gens se sont rendus compte que, en réalité, ces associations-là ont rien fait. Donc c'est pour ça que je parle de vide. Et le fait que les gens fassent un lien direct et naturel, justement, fassent porter justement cette responsabilité lourde au comité, c'est que le comité a tout simplement réussi à percer des abcès, en fait, à dépasser des non-dits, à dépasser des choses qui étaient souvent passées inaperçues. Donc le comité se retrouve effectivement à porter l'étendard de l'antiracisme et des violences policières. Mais le premier des combats du comité, c'est que toute la lumière soit faite sur la mort d'Adama Traoré. Le message que je pourrais faire passer aux Blancs qui hésitent encore ou qui sont réticents, qui malheureusement sont pris dans une communication erronée, puisque même le président s'est permis d'évoquer indirectement, pointer du doigt tout ce que le comité Adama avait provoqué, à essayer de noyer ce combat-là dans le séparatisme, dans le communautarisme et ainsi de suite. Je veux les rassurer tout simplement en leur expliquant que le combat contre le racisme, le combat contre les violences policières, le combat contre toute forme de discrimination, de racisme nous concerne tous. Quand on parle de négrophobie, quand on parle d'islamophobie, ça ne concerne pas que les concernés. Ça concerne tous les citoyens qui en ont marre des injustices et des inégalités. Qu'elles partent des quartiers populaires ou non, qu'elles touchent des non-blancs ou non, elle doit concerner tout le monde. C'est-à-dire que le mal qui est fait à autrui doit toucher n'importe lequel d'entre nous. Merci à El-Mami Kanouté de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Eker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Ellie Zilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.